Et pof, bonjour à toutes et à tous, petite interruption avant le début de cette vidéo, tout ça pour vous informer que j'ai ouvert une page Tipeee dont vous pouvez retrouver le lien dans la description de la vidéo. Donc pour tous ceux qui connaissent déjà le principe et le fonctionnement de Tipeee, vous pouvez aller y jeter un œil, ça me soutiendrait énormément. Et pour tous les autres, on se retrouve à la fin de cette vidéo que je vous explique un peu tout ça. Bonne vidéo. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Il fait beau, il fait chaud, vous avez reconnu le décor, je suis chez moi et aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir faire une vidéo un peu plus longue que la première où j'avais parlé des différences de phase entre ces deux mêmes machines, mais forcément j'avais pas eu toute la journée de tournage donc c'était peut-être un peu plus grossier et un peu moins approfondi. Aujourd'hui du coup j'ai la chance inouïe de pouvoir vous faire une vidéo détaillée sur une magnifique Yamaha FJR 1300 phase 1. Ça va pas plaire à tout le monde, le mot phase n'a pas plu à tout le monde, mais on va faire avec. Phase 1 de 2002, elle est de juin 2002. Donc le mois prochain, elle prend 23 ans, ça nous rajeunit. Et du coup, à ma gauche, vous la connaissez si vous suivez cette chaîne, d'ailleurs merci si vous suivez cette chaîne, une Yamaha FJR 1300 phase 2 de 2006. Donc j'ai la chance de pouvoir vous présenter deux modèles iconiques d'une moto que j'adore, sachant que j'ai un affect vraiment tout particulier avec cette machine, parce que si je vous retrouve la photo, je vous la mettrai dans le cadre, vous avez l'habitude. Ça c'était moi petit et ça c'était elle. Un peu plus jeune, voilà, encore une fois, ça nous rajeunit. Donc cette moto, je la connais, c'est ça, depuis 23 ans je pense, et aujourd'hui j'ai la chance inouïe de pouvoir vous la présenter. C'est pas ma machine, hein, elle garde son propriétaire, vous l'aurez compris, c'est mon paternel, mais pour le coup, elle est maintenant en villégiature chez moi, et donc on va pouvoir vraiment s'y intéresser, parce que mine de rien, ce sont deux motos qui partagent la même base. Alors pour les très néophytes, une moto, c'est-à-dire c'est un guidon, deux roues, donc toutes les motos sont des motos. Ouais, oui, certes, mais on va être un peu plus technique que ça. Ce sont deux motos qui partagent le même moteur, à savoir un moteur de 1298 cm3 de cylindrée. Voilà, ça fait partie des petits délires. On n'est pas vraiment sur un 1300, mais Yamaha FJR 1298, ça aurait été chiant à prononcer. Donc 1300, c'est vachement mieux. Et pour le coup, il y a eu quelques améliorations. Alors, esthétique, visible, mais surtout quelques améliorations techniques, et c'est surtout ça moi qui va m'intéresser, parce que du coup hier j'ai fait plus de 200 km avec celle-ci pour la ramener jusqu'à la maison, et à la conduite c'était un autre animal, donc il va vraiment falloir qu'on en parle. Dans cette vidéo, il n'y aura pas du coup l'essai routier, parce que je pense que l'essai routier de la comparaison de ces deux machines, j'essaierai de le faire sur un seul épisode. Un épisode où je prendrai le même chemin, j'essaierai de les conduire de la même façon, et donc vous aurez littéralement le déroulé de la journée avec les deux expériences de conduite qui sont différentes, parce que elles sont vraiment différentes. Alors j'ai pas pris les mesures, mais déjà la hauteur de selle, le poids, ce genre de choses, visiblement il n'y a pas de différence. Je vous assure qu'il y en a une, hein. Celle-ci c'est un pachyderme à côté de la phase 1, ne me demandez pas pourquoi. On va tout de suite faire le tour sur les différentes modifications esthétiques extérieures. Celle-ci est origine absolue à ma connaissance, à part la selle qui a été refaite parce que l'autre était abîmée. Tout est d'origine. Ce sont les carénages, l'éclairage, les rétros, la bulle, la bagagerie, la sellerie, parce que là du coup ici j'ai une valise que je vous montrerai tout à l'heure. Tout ça c'est de l'origine. Alors pas forcément Yamaha, mais avec les partenaires qu'ils avaient à l'époque, notamment Baxter pour le tapis de réservoir et la sacoche. Et celle-ci, on est moins d'origine, on est tuning, hein. Clairement on est tuning. Les rétros sont pas d'origine, la bulle n'est pas d'origine, le régulateur de vitesse évidemment n'est pas d'origine. Du coup maintenant on va rentrer dans les specs techniques de ces deux machines. J'ai hâte, allez c'est parti, accrochez-vous, on y va. Alors effectivement, dans mon introduction, je pars du principe que tout le monde connaît cette machine, donc on va refaire un petit encart néophyte pour tous ceux qui ne connaîtraient pas la Yamaha FJR 1300. La Yamaha FJR 1300, du coup, c'est une moto qui est apparue en 2001 du constructeur Yamaha, c'est bien, vous suivez, qui a été vendue à milliers d'exemplaires parce que c'est une machine qui, au fil des années, a gagné une solide réputation de machine fiable, robuste, sympathique, puissante. Bref, elle s'est inscrite dans un segment de machines qui n'existe plus trop aujourd'hui. Là encore, ça pousse au débat, qui est du coup le sport
GT. C'est-à-dire une machine qui est sportive de par ses performances, parce que pour l'époque en 2001, ça avait des performances vraiment costaudes, et aussi GT, donc grand tourisme, donc un véhicule fait pour la balade. Comprenez, un véhicule fait pour la balade, où tu peux te faire plaisir aux sorties de péage ou en sortie de col de montagne parce que le châssis va bien, le moteur va bien. Donc bref, une moto qui est globalement adapté à tous les terrains. Voilà, donc ça, c'était pour qu'est-ce que c'est qu'une FJR dans son contexte. Maintenant, quelques petites anecdotes. Celle-ci, du coup, c'est une 2002, donc ça n'est pas l'une des toutes premières sorties. Elle bénéficie déjà de quelques améliorations. Par exemple, la bulle réglable qui était une option à l'époque. En tout cas, c'était pas quelque chose monté de série sur les toutes premières. Et la bagagerie qui, pareil, était optionnelle à l'époque, qui est devenue du coup de série à partir de la deuxième phase. Donc effectivement, c'est pas la toute première version de la FJR, elle avait été retravaillée très légèrement, mais entre celle-ci et celle-ci, il y a encore eu beaucoup de travail. Et depuis tout à l'heure que vous êtes en face à face des machines, vous pouvez le voir sans aucun problème. Encore une anecdote, si elle bleue comme ça, elle vous parle, c'est normal, parce qu'en fait, elle a été équipée, et elle équipe toujours d'ailleurs les unités de police, de gendarmerie, de douane, etc. En douane, elle est plutôt poussin, elle est moins jolie. Mais effectivement, de par toutes ces spécificités techniques, c'est une moto qui a gagné les appels d'offres pour équiper nos forces de l'ordre. D'où la réputation, solidité, fiabilité, etc., etc. C'est vraiment quelque chose qui fait partie de la machine, ça fait partie de son histoire. Ça peut encore faire dissension dans les commentaires, je comprendrais, mais c'est un morceau du patrimoine français quand même. Mais on pourrait en parler dans les commentaires si jamais ça vous intéresse. On va commencer du coup par la partie qui nous intéresse et que je vais pouvoir vous montrer de plus près, ça va être le moteur. Elles sont toutes les deux animées par le même bloc, donc c'est un 4 cylindres à refroidissement liquide de 1298 cm3 de cylindrée. 1,3 litre, 1300, on arrondit, tout le monde là. Elle développe aussi 146 chevaux. Les deux machines que j'ai ici sont débridées. C'est une histoire de normes. Pour l'essai routier, ce serait important de tester la machine avec les mêmes specs techniques. Specs techniques, pas tout à fait. Celle-ci a 75 000 km, celle-ci en a 135 000. Toujours pour rester du coup sur le moteur, l'une des spécificités qui a été apportée du coup à la phase 2, ça a été une modification des pignons de transmission, notamment sur la 5e vitesse. Ces deux machines possèdent une boîte à 5 rapports, une boîte 5 vitesses. Il n'y a pas de 6e, comme sur votre voiture par exemple, il y en a que 5. Mais effectivement, au début du coup des années 2000, il y avait un rapport de performance qu'on a un peu laissé tomber derrière au détriment de la consommation. Donc cette machine avait un pignon de transmission final qui finalement faisait gueuler la moto en permanence, mais nous permettait sur autoroute, et je confirme, avoir des relances qui sont vraiment satisfaisantes parce que à 130 en vitesse stabilisée, on est à 5000 tours. Donc ça surconsomme à mort, ça fait du bruit, mais pour le coup, quand on a besoin d'ouvrir un tout petit peu pour un dépassement, il y a largement de quoi faire. Sur cette machine, du coup, ça a changé un petit peu parce que pas les normes, mais la façon de penser sur l'environnement était déjà un petit peu plus présente. Donc, ils ont changé le pignon, du coup, de la 5e pour faire en sorte que ce soit plus fluide, que ça consomme un petit peu moins et il faudra ouvrir un petit peu plus pour avoir les relances de performance derrière. Ça se discute, c'est très minime. Je sais pas si c'est vraiment quantifiable ou vérifiable, mais voilà, ça fait partie des petites modifications qui ont été apportées à cette boîte. Pour le dire très clairement du coup, ce qu'a changé la taille du pignon, la modification de la taille du pignon, c'est qu'à vitesse égale, celle-ci consommera légèrement moins puisqu'on sera pas à 5000 tours minute, mais on sera en dessous, ce qui fait que à 130 par exemple sur autoroute, en théorie, en plus de moins consommer, elle devrait faire moins de bruit, ce qui paraît logique, et surtout vibrer moins. Mais ça encore une fois, c'est la théorie. Un des autres points très intéressants avec ces deux machines, ça va être la différence au freinage. L'ABS sur celle-ci est apparu de série. Je ferai un épisode dédié à l'ABS, c'est peut-être d'ailleurs le bon moment pour le faire, ça arrivera peut-être la semaine prochaine. Si là, j'appuie de toutes mes forces sur le frein à l'avant, la roue va se pincer et va se bloquer, ce qui fait que j'ai une perte d'adhérence parce que la moto va finir par glisser plus que d'avoir un freinage qu'on appelle dégressif. Je risque aussi de basculer parce que forcément je vais bloquer tout l'avant. Avec l'ABS, c'est un système qui techniquement n'est jamais censé se produire. Ça va surtout offrir un freinage beaucoup plus serein et beaucoup plus sain. Alors
Au quotidien, et encore pour avoir fait 200 bornes avec elle hier, ça ne se remarque pas du tout. Il n'y a aucune différence notable au freinage, au niveau de l'ABS en tout cas, parce que ça n'est pas la seule chose qui a été rajoutée. L'ABS par contre va avoir lieu vraiment pour les gros freinages d'urgence, surtout sur sol mouillé, enfin bref, dans des conditions qu'on ne souhaite pas. Vous pouvez faire le test chez vous, c'est-à-dire avec votre voiture, hein, vous vous mettez sur une belle ligne droite, personne derrière, personne devant, machin, et vous appuyez très très fort sur vos freins quand vous êtes à 50. Vraiment, le but, c'est de piler le plus vite possible. Si vous sentez que votre pédale a tendance à revenir sous votre pied, vous êtes en train de déclencher l'ABS. Voilà. Ça n'est pas la seule particularité qui a été apportée au système de freinage de ces machines. Entre la phase 1 et la phase 2, il y a aussi eu l'UBS. Et ça, c'est un peu plus compliqué, même si pour le coup, je vais vous l'expliquer. C'est un système de freinage couplé. Sur cette machine, du coup, je ne vais pas faire freiner que l'arrière. Il y a aussi une partie de l'effort qui va aller freiner quelques plaquettes de la roue avant. Pas toutes, histoire de ne pas avoir un freinage incontrôlable. Le but, c'est vraiment d'asseoir la moto et de la stabiliser par l'arrière, tout en évitant d'avoir un délestement de la fourche à l'avant. Encore une fois, le but, c'est d'avoir un freinage le plus sain, le plus prévisible possible. Sur cette machine, ça n'est pas le cas. Quand vous freinez, vous allez freiner tout à l'arrière. Encore une fois, dans un usage classique, courant, quotidien, j'ai vraiment pas vu la différence. J'ai fait 80 km de national avec des ronds-points, de la ville, du feu rouge, ce genre de choses. Bref, un usage courant. Et très sincèrement, j'ai pas du tout été déboussolé par le freinage. Ça se maîtrise très bien, ça se contrôle très bien. Et j'aurais même tendance à dire que le freinage de celle-ci est beaucoup plus mordant. Quand on freine, on sent vraiment l'arrière de la machine freiner. Il y a vraiment un feeling qui est différent. Sur celle-ci, comme je freine autant de l'arrière et un petit peu de l'avant, le freinage a moins ce côté mordant tout à l'arrière. Voilà, c'est la seule petite différence de feeling, rien de bien notable. Maintenant, du coup, on va parler du châssis et de l'ergonomie. Alors évidemment, tout ce qui va être fourche, partie avant n'a pas énormément changé, mais on va pouvoir voir une différence au niveau du bras oscillant à l'arrière. Le bras oscillant, du coup, qui emmène la transmission, etc., a été rallongé sur la phase 2 de 35 mm, donc de vraiment pas grand-chose en soi, hein. Mais pour le coup, ça a une tendance naturelle à asseoir la moto, surtout sur les virages où vous allez être en appui. Quand vous allez globalement conduire comme un sourd, la moto va avoir une tendance à avoir forcément plus d'empattement, même si ça vaut à pas grand-chose. Et du coup, ça va vous permettre d'asseoir la moto et faciliter techniquement les changements d'angle, surtout à des vitesses un peu rapides. Et en ergonomie, pour le coup, là, ça a vraiment changé, c'est indéniable. Ça va être tout ce qui va être ordinateur de bord, écran, cadran, bref, tout ce qui va concerner l'infotainment, la prise d'information de votre moto. Effectivement, du coup, sur la phase 1, c'est assez spartiate. On a des gros compteurs qui sont pour le coup très lisibles, mais qui je trouve moins lisible que sur la phase 2 quand même, parce que, ou alors je me suis habitué à la phase 2, mais pour le coup, la partie contour est peut-être plus lisible, mais la partie vitesse un peu moins. Et en tout cas, on retrouve du coup les voyants, les gros clignotants, bref, vous aurez de toute façon des gros plans avec ça. Sur la phase 2, on a encore une fois deux gros compteurs, le contour est moins fini, je trouve. On a moins cette déclinaison zone classique, zone rouge, mais encore une fois, c'est une histoire de design et de préférence. Et pour le coup, les clignotants qui sont de grosses ampoules sur la phase 1 sont devenus de tout petits bitoniaux sur la phase 2. Le seul truc que j'ai à dire, c'est que du coup, hier, encore une fois, j'ai fait pas mal de routes avec celle-ci. Je suis habitué au compteur de celle-ci et je peux vous assurer que sur autoroute, il s'est passé un truc un peu bizarre. Pour être à 130 sur autoroute avec du coup la phase 1, il faut que mon aiguille soit à peu près aux 140 km/h. Ça fait un 130, 135 réel. Sauf que du coup, l'aiguille doit être quasiment toute droite par rapport au compteur. Je vous mets du coup la photo des deux compteurs juste ici. Et maintenant, je vous laisse comprendre de par vous-même pourquoi ça m'a perturbé, parce que j'ai l'habitude de conduire celle-ci. Et si je mets mon aiguille toute droite sur mon compteur, c'est pimpon, hein. Et du coup, c'est moins bien. Là, on arrive du coup sur un point qui est très facilement vérifiable. On va parler des carénages, de l'habillage extérieur et globalement le look, hein. On va pouvoir appeler cette partie comme ça, le look de la machine. Déjà, quand vous pouvez les voir de face comme ça, les feux ont été retravaillés pour leur donner un aspect un peu plus futuriste, c'est normal. Les
clignotants, eux aussi, ont été retravaillés. Sur la phase 1, ils sont déportés du carénage, c'est-à-dire que si la moto tombe, la faites pas tomber. Sur la partie 2, du coup, ils sont intégrés au carénage et le fait que le carénage ait été retravaillé fait que vous pouvez avoir un top block bien plus accessible. C'était aussi faisable sur cette machine, mais ça demandait un peu plus de travail, un peu plus de préparation. Les motos police ont été retravaillées, elles ont des arceaux complets, même sur les phases 1. Mais pour le coup, pour la phase 1 que vous allez acheter chez vous, en tout cas sur celle-ci, il n'y a pas de top block. Et quand je regarde comme ça vaguement, je vois pas trop où les fixer. Le reste du carénage vient de l'évolution d'un retour d'expérience de la moto surtout. Cette machine, comme je vous l'ai dit, ça a été un vrai succès commercial. Elle a beaucoup été vendue, elle a beaucoup roulé, elle a beaucoup tourné. Et donc, chez Yamaha, ils avaient une réelle expertise de ce que les clients avaient remarqué comme problème sur leur machine. Le gros problème de la phase 1, c'est la chauffe. Cette machine chauffe beaucoup. Alors, elle ne chauffe pas au point d'endommager son moteur, mais elle endommage vraiment son pilote. C'est-à-dire que vous allez avoir, quand vous la conduisez, vous allez être oppressé assez rapidement, surtout par des conditions comme ça quand vous faites de la ville ou que vous êtes globalement dans un endroit où la moto ne respire pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup d'air autour de vous, la chaleur qui se dégage du bloc et du carénage est très très vite étouffante. Vous n'avez qu'à poser vos gants 30 secondes sur le carénage quand il pleut, ça y est, ils sont secs. Du coup, ça a été beaucoup retravaillé sur la phase 2. La phase 2, du coup, offre déjà plus d'entrée d'air, histoire que l'air chaud se dégage. En plus de ça, vous allez avoir des petites ailettes juste là sur le côté qui permettront, en fonction de vous, soit de dévier le vent pour en avoir encore moins sur vos jambes et surtout de permettre à votre moteur de respirer un petit peu plus. Là, actuellement, je roule en ouvert, comme vous allez pouvoir le voir sur les images, et j'avoue n'avoir constaté aucune différence avec quand je roule fermé. Mais pour le coup, la chauffe de la machine a aussi été changée par un deuxième ventilateur du coup sur le radiateur, là où celle-ci n'en avait qu'un seul. Donc effectivement, la chauffe, c'était un vrai problème connu et ces carénages ont beaucoup évolué parce qu'ils permettent justement aux pilotes d'être moins embêtés par la chauffe de la machine. Tant qu'à rester sur les carénages du coup, sur cette machine, les commodos ont un petit peu bougé et je vais redescendre sur les carénages après. Celle-ci, du coup, l'éclairage n'était pas encore obligatoire à l'allumage de la machine. C'est-à-dire que vous avez un petit bitonio pour allumer les feux. Donc maintenant, je vais mettre le contact sur la 2006. Hop, et comme vous pouvez le voir, je suppose que vous pouvez le voir, juste ici, ça s'est allumé. C'est peut-être pas flagrant avec le soleil, mais du coup, ça s'est allumé. Et si je vous dis que depuis le début de cette séquence, j'ai le contact sur la phase 1. Effectivement, encore une fois, c'est une histoire de normes, de réglementation. Les feux automatiques sur les motos n'étaient pas en vigueur à cette époque-là. Et donc, vous avez tout simplement une manette qui vous permet d'allumer les feux. Voilà. Donc, les commodos ont vaguement changé. Ça fait vraiment partie des quelques modifications qu'il y a eu. Et du coup, à ce bouton d'allumage des feux que j'ai sur celle-ci, la place était vide. Donc, ils m'ont mis bouton de warning, hop, qui est accessible comme ceci. Et du coup, voilà, là, la moto, elle est en warning. Alors que si je veux allumer les warnings sur celle-ci, c'est un petit bouton sur le carénage. Ça y est, on descend, on retourne au carénage. Un petit bouton sur le carénage qui me permet d'allumer les warnings. Alors, c'est pas mal en 2001 d'avoir une moto qui permet d'allumer les warnings, sachant qu'en 2024, certaines ne l'ont pas, en fait. Donc, c'est quand même pas mal du tout. Pour le coup, c'est une option dont on se fout royalement parce que comme c'est une machine robuste, vous allez rarement être en panne sur le bord de la route. Et comme de ce côté-ci, du coup, à ma gauche, je n'ai pas le bouton de warning sur le carénage. Qu'est-ce que j'ai donc? Eh bien, tout d'abord, j'ai l'option des poignées chauffantes sur celle-ci qui était indisponible sur la phase 1. Donc, c'est une molette, c'est incrusté de manière un peu dégueu et surtout, c'est en panne, bien évidemment. Et surtout, une grosse amélioration du carénage, là encore, c'est l'apparition d'une boîte à gants avec, à l'intérieur, une magnifique prise 12 volts. Donc ça permet vraiment de recharger son téléphone parce que pour l'avoir vécu quand j'étais gamin, à l'époque on voyageait non pas avec le téléphone mais avec le TomTom, vous savez les vieux GPS dégueu. Ouais, vous allez prendre un coup de vieux je pense avec cette vidéo là. Et du coup vous mettiez votre TomTom dans la valise de réservoir qui du coup cuisait parce que c'est un four en fait déjà, c'est pas très ventilé et en plus de ça la machine dégage beaucoup de chaleur et c'est en plein soleil donc ça cuisait beaucoup et vous n'aviez même pas la possibilité de recharger votre TomTom. C'est un problème. Et bien sur la phase 2, ce problème est corrigé puisque vous avez une alimentation 12 volts, donc une prise allume-cigare littéralement, dans
la moto. Vous avez également, quitte à rester au niveau des carénages, la possibilité de régler l'orientation des phares sur cette machine que vous n'aviez pas sur celle-ci. Mais encore une fois, je vous montrerai des gros plans histoire de pouvoir étayer tout ça. Ensuite, du coup, pour tout ce qui va être partie réservoir, selle, etc., ça n'a pas beaucoup changé, mais ce qui va nous intéresser, ça va être les valises, puisque comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, elles se sont standardisées sur la version 2006. Ce que ça veut dire, c'est que lorsque vous passiez la porte d'un Yamaha à l'époque, donc en 2001, 2002, ça n'était pas obligatoire d'avoir les valises avec votre moto, c'était un pack additionnel. Vous pouviez acheter une FJR sans valise. Sachant que la moto, je la trouve plus belle avec les valises, ça m'aurait vraiment fait chier de l'acheter sans. En 2006, du coup, pour la phase 2, ça a été redécidé chez Yamaha que c'était standardisé. Donc, ça n'était pas une option à part entière. Les valises font désormais partie intégrante du véhicule. Voilà, ça vaut ce que ça vaut. C'est pas très intéressant, mais c'est une différence. Bon, ce qui nous intéresse vraiment, c'est de savoir comment ça marche. Est-ce qu'il y a une réelle différence au niveau du comportement routier entre la phase 1 et la phase 2, parce qu'avec la phase 3, évidemment, l'électronique a clairement fait son travail et la phase 3 ne se conduit pas du tout pareil que les deux que je vous présente ici. D'ailleurs, j'en profite pour dire que si jamais vous avez la possibilité et que vous avez envie de me prêter une phase 3 pour qu'on en fasse un essai, une vidéo et plein de trucs sur cette chaîne, ça serait avec grand plaisir. Si vous en vendez une, pareil, ça peut toujours m'intéresser. Donc à la conduite, je dois vous dire qu'effectivement, le ressenti a été palpable. Je ne sais pas si c'est lié à l'état de ma machine qui, du coup, forcément, a été vue par plein de pseudo-mécaniciens différents. Elle a été retravaillée par plein de personnes. Du coup, aujourd'hui, je récupère une base qui n'est pas si saine que ça. Mais déjà, la pression sur l'accélérateur. Là, vous le voyez peut-être pas, mais vraiment à deux doigts, je tourne la poignée et sans aucun effort. Sur celle-ci, si je reprends deux doigts, il faut vraiment une grosse implication. L'accélérateur sur celle-ci, il est tendu. La poignée, elle est ferme, elle ne bouge pas ou très peu. Là où celle-ci, elle a un jeu qui est monstrueux. Et du coup, celle-ci a un agrément de conduite qui est beaucoup plus facile à trouver. C'est beaucoup plus facile de maintenir sa position puisque changer de vitesse va vous demander une vraie implication sur les gaz. Celle-ci, pour le coup, c'est différent. La poignée des gaz est tellement molle que c'est très facile de changer de rapport ou de passer au-dessus. Maintenant, sur la façon de les conduire, encore une fois, je rappelle que les deux sont débridées, donc elles sont censées avoir les mêmes specs. Celle-ci est beaucoup plus coupleuse, mais vraiment beaucoup plus coupleuse. C'est monstrueux. Elle ne se conduit pas du tout de la même façon. J'aurais vraiment tendance à vous dire que là, on a le couple et là, on a la puissance. Cette machine-là, du coup, me demande de rester à 4000 max. C'est largement suffisant. On peut prendre les ronds-points en troisième, voire en quatrième. Elle reprendra sans broncher. C'est vraiment tout en douceur, tout à l'ancienne, en fait. C'est une machine qui a besoin qu'on prenne soin d'elle. Et elle n'incite pas à faire le con. En revanche, elle, oui, beaucoup plus. Elle, le moteur prend les tours beaucoup plus facilement. Il est rageur, il ne demande que ça. Et effectivement, cette machine est complètement différente parce que en bas régime, alors elle tolère, mais j'ai pas la même sentiment de lourdeur, de stabilité. Celle-ci, à 2000 tours, dans un rond-point, il n'y a aucun problème de tremblement, elle va y aller sans aucun souci et elle ne demande que ça. Celle-ci, quand je suis dans un rond-point en troisième ou en quatrième, elle me dit rentre une 2, mets-toi sur l'angle et ouvre en grand. C'est vraiment une remontée d'informations qui est totalement différente. C'est une façon de conduire que j'adore, puisque vous le savez peut-être, mais du coup, j'ai une vieille Renault dans mon garage de 61 et une Talisman qui est mon véhicule de tous les jours, et je retrouve vraiment ces mêmes façons de penser différentes. Alors, pourtant, il n'y a que 5 ans qui les séparent, mais c'est vraiment le côté balade, on se fait plaisir, même si on prend des grosses vitesses en fait, c'est jamais en forçant. C'est toujours facile. Celle-ci, elle implique un peu plus à faire le con. Elle implique à se déhancher, à prendre beaucoup plus d'angles. Et effectivement, ça s'explique. Depuis le début, je vous dis qu'elle partage la même base moteur. Effectivement, c'est vrai, c'est le même bloc. Mais l'électronique a fait son apparition. L'électronique était déjà présent sur celle-ci. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. L'électronique était déjà partie intégrante de l'injection et l'injection était déjà vraiment travaillée, très travaillée. Mais sur celle-ci, ça a été rebossé un petit peu plus et donc ça lui donne un comportement légèrement différent et ça s'explique. Et donc, histoire d'être un peu plus technique, on va parler du système d'injection, de l'électronique et donc de l'EQ, ECU.
ECU. Donc c'est le système d'injection électronique de la moto qui existait déjà sur la phase 1 mais qui a été significativement retravaillé sur la phase 2. Sur la phase 1, du coup, on avait déjà ce qu'on appelle un système d'injection à double corps. Donc on va pas rentrer vraiment dans les détails, mais globalement c'est pour avoir une injection électronique qui permet de gérer le flux d'air et le flux d'essence parfaitement. C'est pas comme un carburateur à l'ancienne, c'est vraiment quelque chose de déjà très poussé. Mais l'ECU sur celle-ci, du coup, a été retravaillé avec les modifications électroniques qui ont été faites dans ces années-là. Faut savoir aussi que depuis les années 2000, l'électronique, l'informatique, ça grossit, ça grandit à une vitesse qui est folle. Donc 50 développements pour ces deux véhicules, ça n'est pas du tout 50 développements entre la 2006 et la 2011, par exemple, qui est encore une autre machine bien plus perfectionnée et bien plus technique. Mais ça a déjà été retravaillé au niveau de l'injection. Ce qui fait que techniquement, celle-ci est censée être plus douce à bas régime puisque l'injection est encore mieux gérée. Elle est censée donner encore moins d'à-coups et surtout, la réponse à l'accélérateur est censée être tout le temps plus optimale que sur celle-ci. Pour le coup, à la conduite, je suis pas tout à fait d'accord. Celle-ci implique vraiment à monter dans les tours en permanence. Alors, comme je vous l'ai dit, cette machine a beaucoup été modifiée. Elle a quasiment 2 fois le kilométrage de la phase 1. Donc, il est possible qu'elle ait aussi perdu certains de ses agréments de conduite. Surtout qu'elle a été beaucoup modifiée. C'est surtout ça. Mais à la conduite, j'ai vraiment ressenti beaucoup plus de douceur. Une machine très onctueuse qui n'incite pas à conduire comme un dégénéré. Et là, une machine qui exacerbe le côté rassurant, le côté tenue de route et qui ne demande qu'une seule chose, respirer et prendre des tours. C'est très paradoxal et pour le coup, on verra tout ça vraiment en détail lors de l'essai où j'essaierai de vous faire ressentir tout ça parce que c'est deux machines passionnelles que je conduis vraiment avec passion, mais elles n'ont pas du tout la même façon de se conduire et je trouve ça fantastique. Encore une fois, du coup, ça serait trop beau que l'injection ait été retravaillée juste pour le plaisir des motards et le fait de prendre des tours. Non. Évidemment, derrière, il y a une conscience de normes et une conscience écologique. Donc, ce qui fait que celle-ci, c'est vraiment à voir comme le produit brut. Elle est sortie d'usine comme ça. Et c'est ça qui la rend magnifique. Parce que le produit était déjà vraiment proche de la perfection. Ils ont réussi, ou pas, en fonction de votre définition de la perfection, à l'améliorer avec des petites touches. Typiquement, le système de refroidissement qui a été amélioré, les évents sur les carénages qui permettent de plus respirer, c'est une amélioration non négligeable, je trouve. Mais effectivement, le produit tel qu'il est sorti d'usine en 2001, putain, mais vous êtes trop forts les gars, parce qu'il est extrêmement convaincant votre produit, et même 23 ans après, et c'est ça qui est fort. Je vous laisserai du coup effectivement sur cette conclusion qui me laisse songeur depuis que je prépare le thème de cette vidéo. C'est que on a un véhicule qui a évolué au fil des ans. Mais il n'a pas évolué comme une voiture évolue. Quand une Clio passe de la phase 1 à la phase 2, ça n'est plus la même voiture. Une Mégane phase 3, une Mégane phase 2, une Mégane phase 4, ça n'est pas la même voiture. Même si le châssis, même si on ressent quelque chose, même si ça reste la marque, ça n'est pas la même voiture. Là, on a des améliorations esthétiques, techniques, de normes, mais toujours on retrouve la base fondamentale de la première phase. Et le plaisir de conduite derrière son guidon, il est instantané. Et le sourire que vous avez lorsque vous prenez un coup de pied au cul avec son couple, il est instantané. Et la stabilité que vous avez dans les virages, elle est folle. Et le produit d'usine tel qu'il est sorti en 2001, il était vraiment très proche de la perfection. C'est une moto, celle-ci très précisément, qui a passé plus de 2 ans sans bouger dehors aux affres du temps. Elle était vraiment dans la rue stationnée comme ça. Derrière, c'est une moto qui a parcouru là depuis 2 ans 400 km. Donc c'est une machine qui ne roule pas, qui n'a pas l'habitude de rouler, qui n'a pas l'habitude d'être entretenue non plus. Tu vois, je l'ai prise hier et pareil, sécurité, stabilité, fiabilité, confort, plaisir, puissance. C'est une moto qui coche toutes les cases. Pas parce qu'on est sur la dernière version bourrée d'électronique. Parce qu'en 2001, Yamaha nous a fait une perle. Une perle comme il en existe, bien sûr, d'autres dans le monde de l'automobile ou le monde de la moto. Une perle qui, moi, me convient, mais qui peut très bien ne pas vous convaincre. Je le comprendrai tout à fait. Mais au vu de tous les commentaires que vous me laissez sur mes vidéos où je parle de la Yamaha, je pense que nous sommes raccords pour dire que c'est un produit génialissime.
Achetez une phase 2 si vous avez l'argent. Achetez une phase 3 si vous avez l'argent. Mais si vous avez la possibilité d'essayer une phase 1 pour comprendre d'où vient tout ça, c'est fou. Parce qu'au final, je parlais de ses défauts. Le fait qu'elle chauffe, le fait que ça soit vite étouffant, etc. C'est incroyable. C'est juste incroyable. Vous la sortez en hiver quand il pleut. Et au feu rouge, vous posez vos mains 30 secondes et ça y est, vous avez les mains au chaud. Pas besoin de poignée chauffante. Tu vois ? Pas besoin de l'option poignée chauffante. Vous aviez déjà une bulle qui vous permet, hop là, de monter. Alors, celle-ci, du coup, c'est une bulle d'origine, une bulle courte, comme on pourrait dire, par rapport à celle-ci qui a une bulle longue, fumée et recourbée légèrement. Mais avec une bulle comme ça, je vous assure qu'hier, sur autoroute 130, zéro problème. Celle-ci, en plus de ça, elle va se dresser vraiment très droit par rapport à la moto. Donc, vous avez un effet d'aspiration. Vous êtes plaqué derrière les compteurs. Vous êtes en parfaite sécurité. Vous prenez pas le vent. Il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas de turbulence. Il n'y a rien du tout. Celle-ci, elle est courbée, elle est machin. Donc, effectivement, c'est plus facile. Mais ça existait déjà, en fait. Tout ce qui fait la phase 2 existait déjà sur la phase 1. C'est des petits éléments qui la rendaient perfectible et je trouve que Yamaha a réussi un tour de force monumental de partir d'une feuille comme ça, d'une Joconde, et de réussir à l'améliorer petit à petit, tu vois, petite touche par touche. Et au final, je trouve ça vraiment dommage que les normes les tuent, parce que si vous ne le saviez pas, la FJR a disparu de nos catalogues en 2021, donc elle aura quand même eu 20 ans de carrière, 3 évolutions significatives, donc la première phase évidemment, la deuxième en 2006, la troisième en 2015, même s'il y a eu des petits restylages par-ci par-là, des coloris différents, le fait que les rétroviseurs soient teintés ou non, bref, pas les rétroviseurs, les clignotants, pardon, soient teintés ou pas, effectivement, il y a eu quelques touches d'amélioration. Mais les 3 grosses phases, c'est ça. Première, 2006, 2015. 3 gros restylages, 3 grosses améliorations. Et ils ont réussi à améliorer un produit qui était déjà aussi parfait que celui-là. Oui, la machine est lourde, mais on s'en fout en fait. C'est vraiment pas un défaut. Et quand on monte sur la phase 1, c'est vraiment pas un défaut en fait. Le poids, c'est vraiment l'argument des rageux qui n'en ont jamais essayé une. Ah, c'est lourd, c'est pâteau, c'est arrêtez avec vos arguments. C'est pas vrai. Une machine qui serait lourde, pataude, pas confort, pas performante, qui serait une merde, hein, comme vous me le dites de temps en temps dans les commentaires quand vous n'êtes pas d'accord, n'aurait pas équipé les forces de l'ordre. N'aurait pas équipé les forces de l'ordre. C'est une machine qui a pris des départs à froid rupteurs sur autoroute pour aller intercepter des gars dans leur BM, et elle est là. Impeccable. Pas un pet de jeu. Merci beaucoup Yamaha d'avoir permis à l'humanité de tester ce genre de produit. C'est génial. Voilà. Si vous aimiez déjà la Yamaha FJR 1300, j'espère que je vous l'ai fait aimer un petit peu plus. Et vraiment, si vous avez la possibilité de tester une phase 1, c'est génial. Si vous avez une phase 1, je pense que ça serait intéressant aussi d'aller tester les autres pour voir du coup qu'est-ce qui a été fait dessus, comment est-ce que c'est amélioré, est-ce que vous préférez ou vous détestez. Moi, j'ai très hâte d'aller les rouler toutes les deux dans la même journée pour vraiment avoir un ressenti concret. J'espère pouvoir vous faire transmettre tout cet amour de ces 2 machines au travers des futures vidéos qui sortiront. Si vous ne voulez rien rater de tout ça, le meilleur moyen de me soutenir et de pouvoir voir mon contenu, c'est encore une fois l'abonnement. N'hésitez pas à participer en commentaire parce que j'ai dit beaucoup de choses et je pense que du coup vous allez avoir pas mal de choses à dire en retour. Je vous embrasse. Le salut, la jambe tendue, le V à tous. Soyez très prudents sur la route et merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. Ciao. Ok, merci à toutes et à tous d'être restés jusqu'à la fin de la vidéo. On va maintenant du coup parler de la grosse annonce que j'ai à faire à propos de cette chaîne. Donc c'est le lancement d'un Tipeee. Alors pour tous ceux qui ne connaîtraient pas Tipeee, ce que c'est, donc ça s'écrit comme ça, le lien est dans la description. Et donc qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme française, mesdames et messieurs, qui a été lancée du coup en 2013, donc qui a quelques années d'expérience, et c'est une plateforme sur laquelle vous pouvez soutenir directement vos créateurs. Donc j'ai créé une page, il y a un lien, et derrière, à mesure de quelques euros par mois ou alors par des dons ponctuels, comme ils appellent ça, vous avez moyen de participer directement sur cette chaîne YouTube. Je préfère préciser tout de suite que la recette des dons sera investie dans la chaîne pour pouvoir vous présenter des projets de meilleure qualité, donc un meilleur son, une meilleure image, de meilleures prises de vue, peut-être avoir un deuxième objectif, histoire de pouvoir parler là ou là et d'avoir plusieurs plans, ça pourrait être sympa aussi. Derrière, ça pourrait me permettre d'acheter
une épave et donc de vous refournir plein de contenu sur comment passer d'une épave à un véhicule qui roule, un peu à l'échelle de ce que j'ai fait pour la FJR, même si la base n'était quand même pas si catastrophique que ça. Bref, j'ai plein d'idées, plein de projets en tête. Donc si vous avez envie de me soutenir de manière un peu plus active que par un simple abonnement YouTube, si mon contenu vous plaît, si vous pouvez vous le permettre, n'hésitez pas à aller faire un tour sur Tipeee. Je vous en remercie déjà énormément par avance. Et pareil, je préfère le dire tout de suite, j'ai pas de problème avec l'argent, je suis très au clair avec ça et pour moi, ce n'est pas un sujet tabou du tout. Donc tous ceux qui voudront et qui pourront participer à la cagnotte Tipeee, eh ben, sont les bienvenus et merci à vous. Et tous ceux qui ne peuvent pas ou qui ne le veulent pas, ça n'est pas grave. Il n'y a aucune obligation. Vous n'êtes pas obligé de vous justifier. Vous n'êtes pas obligé de me le dire. J'ai quelque chose que je n'ai pas à savoir. Soyez très au clair avec vos finances et tout se passera bien. Merci à toutes et à tous et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.